Eh bien, tout d'abord, merci pour ton livre, que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Tu m'avais demandé de faire court, donc ce ne sera pas très long. Dès l'avant-propos, il me semble que tu annonces ton projet par cette citation de Freud, extraite de la Gradiva de Janssen, à propos de l'écrivain. La description de la vie psychique de l'homme est bien son domaine, le plus spécifique. Et il a été de tout temps le précurseur de la science et par là aussi de la psychologie scientifique. Cette citation pourrait aussi bien s'adresser à Stefan Zweig ou à Arthur Schnitzler et bien d'autres. Lacan aussi s'est inspiré d'écrivains comme Shakespeare ou Joyce. Et Françoise de Camps nous invite, elle, à aller chercher chez Molière ce savoir insu, cette fabuleuse préscience. Elle nous montre le parallèle entre le rêve et le théâtre. Pas de pièce de Molière où ne soient repérés des phénomènes qui aboutissent à la formation du rêve. Déformation, substitution, déguisement, répétition. Pour contourner la censure, l'écrivain déforme l'expression de sa pensée comme dans le rêve. Par ailleurs, Molière sait mettre en scène des tableaux cliniques très pertinents, comme Lucinde, dans Le médecin malgré lui. Elle perd la parole. Quel est le traumatisme qui se manifeste par la création de ce symptôme? Elle n'a pas le droit à la parole. Elle n'a pas voix au chapitre. Quant à Madame Perrin, dans cette même pièce, c'est aussi son corps qui parle, par le biais de symptômes, comme les hystériques à la Salpêtrière à l'époque de Charcot. On ne sait pas grand-chose de cette Madame Perrin, si ce n'est que son mari a peur des traitements qui peuvent l'envoyer ad patres, chez les pères. Il y a du père dans cette maladie. Serait-ce l'anticipation du nom du père lacanien, se demande Françoise de Camps. Molière met en cause la loi du patriarcat, en dénonçant le comportement quelque peu incestueux de ces pères qui veulent marier leurs filles à des vieux messieurs, alors qu'eux-mêmes souhaitent épouser des très jeunes filles. Dans le Tartuffe, dans le Misanthrope et dans le Malade imaginaire, il y a du sexuel sur scène, du sexuel inhérent à l'inconscient. Molière n'hésite pas à critiquer la religion, de façon habile certes, mais en disant que ce sont les faux dévots qui sont visés. Mais les autorités ne s'y trompent pas et ils font interdire le Tartuffe. Freud, lui, attaque la religion dans L'avenir d'une illusion. Pour Freud, il est nécessaire de séparer la psychanalyse de la religion, mais aussi séparer la psychanalyse de la médecine. Son souhait, pouvoir confier la psychanalyse à une corporation laïque de ministres des âmes qui n'aurait pas besoin d'être médecin et n'aurait pas le droit d'être prêtre, comme il l'écrit dans sa correspondance avec Pfister, qui était pasteur. Oui, qui était pasteur, oui. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur d'autres tableaux cliniques, comme le Misanthrope, avec la description de la haine en rapport avec la pulsion de mort, mais qui côtoie aussi l'amour. Beaucoup de choses aussi sur la fustigation
où le fantasme de fustigation et la jouissance. Mais je voudrais terminer sur la place des femmes chez Molière. À propos de ce savoir insu dont je parlais au début. Ce sont les femmes les moins éduquées qui savent, qui sont les sachantes, comme le disait Monique Poncet dans notre groupe de préparation. Mais oui, c'est toi qui nous avais dit que les femmes, c'était les sachantes. Elles prennent les choses en main, elles défendent les filles contre leur père, elles ont un savoir sur la sexualité, tout comme Agnès dans l'école des femmes qui a été élevée loin de tout, qui n'a rien appris, mais elle sait ce qu'il en est de son désir. Ah, je voudrais d'ailleurs à ce propos citer une petite scène quand même dans l'impromptu de Versailles, au cours d'une répétition, un peu improvisée, puisqu'il faut il faut jouer une scène pour le roi. Et évidemment, il n'y a pas de texte. Alors, les acteurs s'insurgent contre le fait que Molière n'ait rien écrit. Et il s'adresse à sa femme qui doit parler peut-être un peu plus fort que les autres. « Taisez-vous, ma femme, vous êtes une bête !» Réponse d'Armande très impertinente. « Le mariage change bien les gens. Et vous ne m'auriez pas dit cela il y a 18 mois. C'est une chose étrange qu'une petite cérémonie soit capable de nous ôter toutes nos belles qualités et qu'un mari et un galant regardent la même personne avec des yeux différents. » Bon, on ne peut que souligner la modernité de Molière, sa lucidité. Et nous aimerions savoir, après coup, ce que la rédaction de ce livre t'a apporté, ce que savait Molière. Bravo. Merci beaucoup, Colette. Merci Délia aussi. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être venus. Bon, tu as dit tout l'essentiel du livre, hein, donc j'ai plus grand chose à dire. Je crois que tu as plein de choses à dire. Bon, ce livre, effectivement, résulte d'une commande. Et c'était au moment du confinement, j'ai hésité. Et puis finalement, je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose pendant le confinement de penser à autre chose qu'au Covid. Et donc, j'ai accepté la commande. Et l'idée, c'était d'écrire, de mêler, de croiser Molière et la psychanalyse, mais surtout, l'idée de l'éditeur, c'était que je puisse dire un petit peu quelque chose de Molière comme s'il avait été sur le divan. Or, moi, j'ai pas voulu faire ça. C'est pas quelque chose que je souhaitais faire. J'ai jamais eu Molière sur le divan. et donc, non, il n'est pas venu me voir. Et donc, j'ai décidé de travailler sur les textes. Et alors, comment j'ai choisi les pièces je me souviens plus bien. Si, j'ai dû les choisir parce que je les ai trouvées chez moi au moment où je suis partie à la campagne. Donc, ben oui, tout simplement. C'était quand même une période un petit peu bizarre. Et je suis partie effectivement dans un lieu où il n'y avait pas vraiment d'endroit, pas de librairie, des choses comme ça. Et donc, j'ai trouvé des petites pièces. Enfin, vous savez, c'est la collection Larousse, là. Et donc, je suis partie avec ces pièces-là, et donc ça a été le point de départ. Et c'est vrai que bon, je ne regrette pas, parce que ce sont des pièces qui sont fabuleuses, que j'ai aimées. Et je connaissais moins, effectivement, l'impromptu de Versailles, qui est moins connu, mais que j'ai beaucoup aimé aussi. C'était aussi intéressant. Bon, bref, ce livre, normalement, il devait s'adresser, non pas à des psychanalystes, mais ou à des enseignants, des littéraires, enfin je sais pas. Mais voilà, mon désir était quand même de mêler à ça, de croiser Molière avec la psychanalyse, et j'en ai profité pour à la fois dire un petit peu comment ma conception à moi de la psychanalyse, de la cure,
et en même temps d'essayer de... C'est là que c'était difficile de développer un petit peu des concepts, mais en ayant à l'esprit que ces concepts, il fallait qu'ils soient simples, parce qu'ils n'étaient pas destinés à des psychanalystes forcément. Donc le résultat, c'est que pour certains, la théorie psychanalytique est sûrement quelque chose, enfin c'est un peu léger. Pour d'autres qui ne sont pas analystes, c'est sûrement un peu lourd, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, les retours que j'ai, c'est que ça se lit facilement, même pour des gens qui n'ont pas le background psychanalytique. Et donc, que c'est un livre qui se lit bien, paraît-il. Bon, ça s'est terminé au bout d'1 an. Voilà, j'ai rompu le contrat et j'ai continué grâce à Joséphine, que voilà, qui est là, qui m'a un petit peu stimulée et qui m'a encouragée parce que j'étais prête à mettre tout ça à la poubelle. Mais j'ai retravaillé 1 année et donc ça a été une année fructueuse pour moi parce que le travail avec Joséphine était vraiment, vraiment intéressant. Et je la remercie encore. Non, je son aide. Alors elle nous dira un petit peu aussi tout à l'heure ce qu'elle pense du misanthrope, puisque bon, moi j'ai fait une lecture elle a écrit quelque chose aussi sur le misanthrope, mais une lecture qui n'est pas la même que la mienne. Et en tout cas c'est intéressant bon, il y a différentes approches, hein, finalement. Bon, tout à l'heure Geneviève me disait que la lecture du misanthrope avec la question de la pulsion de mort avait été quelque chose d'important. Donc le misanthrope, enfin pour moi ce qui était important, c'est de travailler sur la pulsion de mort et aussi sur la haine. Et j'ai travaillé selon, disons, un angle qui était, enfin, selon 2 angles. Le premier, et qui est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ici, c'est la question de l'amour, de la haine et de l'ignorance, concernant donc ben oui, le misanthrope, et puis aussi évidemment le fantasme, la maman et la putain, le fantasme freudien. C'est un petit peu les 2 axes que j'ai développés, que j'ai eu envie de travailler concernant le misanthrope. Donc peut-être qu'avant de passer à autre chose, si tu veux dire un petit mot, Joséphine. J'ai retrouvé un vers que j'ai trouvé très beau lors du duel justement entre Arsinoé et Célimène. Molière fait dire à Arsinoé: ne vous enflez donc pas d'une si grande gloire pour les petits brillants d'une faible victoire. Je trouvais que c'était vraiment très beau. Et c'était une façon de vouloir faire taire Célimène. En tout cas, j'espère qu'après ça, vous allez tous vous remettre à lire parce que j'espère que ça... Est-ce que j'ai interrompu? Oui, ma thèse ou mon hypothèse, c'est que finalement, Alceste, alors Lacan, quand il parle d'Alceste, dit qu'au bout du compte, il n'a fait d'autres victimes que lui-même. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que je considère qu'il a fait aussi comme victime Célimène. Parce que Célimène, et à la fin, il y a cette scène du dévoilement, si on peut dire, de ce mot dont on ne sait pas d'où il sort, qui dénonce, je dirais, la coquetterie, la légèreté de Célimène, qui s'amuse des uns et des autres. Et effectivement, c'est Alceste qui, au départ de la pièce, veut partir dans le désert, mais qui fait le désert autour de Célimène, puisque tout le monde la lâche. Elle est laissée tomber. Vous avez dit tout à l'heure que Philinte a tout pour plaire. Pas Philinte, Éliante. Éliante a tout pour plaire, oui. sauf qu'elle est une figure maternelle. Non, justement. Pour Freud, dans son texte, ce qui attire, c'est justement la figure maternelle.
Et parce que la mère, c'est la mère qui est la putain, pour Freud, puisqu'elle a un mari. Donc l'enfant la voit comme une rivale et du point de vue sexuel. Ça, Oui. c'est Freud qui pense, pas moi. Oui, donc à la fin, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il se tourne, Alceste, il se tourne vers Eliante, mais qui est une figure maternelle, effectivement, mais comme la mère, elle est déjà prise par un autre. Elle est prise Parce par un autre. qu'elle annonce à ce moment-là, elle énonce à ce moment-là le fait qu'elle elle va se marier avec Oronte, ou avec Philinte, oui. L'ami du genre humain. Voilà, l'ami du genre humain. Mais C'est c'est intéressant aussi de voir la façon dont ils se répondent tous les deux, entre Philinte et puis Alceste. Alceste qui a une position qu'on dit philosophique, mais qui est quand même plutôt proche de la psychanalyse, en fait, de notre façon de concevoir les choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans la nature humaine des ratures, des défauts, et que ça fait partie de la nature humaine, alors que comment dire, Alceste ne supporte pas ça, lui. Donc, c'est aussi le duel, enfin entre les deux, c'est aussi quelque chose d'intéressant entre Philinte et enfin le duel, la discussion, c'est pas un duel, c'est la discussion entre les deux. Bon. Et d'ailleurs, Philinte ne prend pas très au sérieux, enfin il prend au sérieux ce que dit Alceste, parce qu'il voit bien qu'il se met en danger, Ouais. mais il ne prend pas au sérieux ses déclarations sur la haine, justement, c'est là où j'étais pas. Sur lecture. Oui, oui. Ben, c'est lui qui lui pointe d'ailleurs, c'est Philinte qui pointe que il a de la haine pour tout le monde et il lui fait dire de la haine pour tout le monde, vraiment tout le monde. Il répond oui, mais et à ce moment-là, il lui pointe le fait que alors pourquoi est-ce qu'il aime Célimène. Et c'est là que bon, je me dis qu'on peut un petit peu aborder les choses sous l'angle de l'amour, la haine et l'ignorance. Tu as raison, c'est raison que le cœur ne connaît pas. Oui, tout à fait. Raison et l'amour, ce sont des choses Oui, différentes. Il veut justement la sauver. Il veut la sauver. Oui, bien sûr. De cet errement. Il rêve à joignant. Que la raison ignore, oui. C'est raison que la raison. Je voudrais que personne ne vous trouve aimable, que vous fussiez réduite à un sort misérable pour montrer, lui, tout ce qu'il est capable de faire. Pour la sauver, alors qu'en réalité, il va la plonger dans un désert. Dans la solitude. Bon, pour revenir à la façon dont j'ai écrit ce livre, enfin, c'est vrai que j'ai commencé par lire les pièces d'abord, que j'avais déjà lues il y a longtemps, à l'époque quand j'étais jeune. Et ça a été un vrai bonheur de me replonger là-dedans. Et puis je les ai relus une deuxième fois. Et c'est là qu'effectivement, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment une préscience. Et Colette l'a dit très justement chez Molière. Et c'est vrai que ça m'a quand même fait penser à ce que j'entends quand on écoute les patients. Et évidemment, à ce que Freud a pu dire concernant la façon dont à la fois les auteurs, les écrivains, les artistes, enfin les dramaturges, enfin, pouvaient avoir comme ça ce savoir insu. C'est un petit peu... Alors à partir de là, c'est vrai que j'ai fait le choix, je ne sais pas si c'est un beau choix, mais enfin j'ai fait le choix au lieu de traiter les pièces l'une après l'autre, j'ai plutôt choisi de... enfin, ce qui m'a apparu, c'est que dans certaines pièces, il y avait un thème comme ça qui pouvait se dégager, et dans plusieurs d'ailleurs. Et donc, j'ai présenté mon livre plutôt sous forme de travail sur des thèmes, et des thèmes qui se recoupent dans plusieurs pièces,
fait que c'est des fois peut-être un peu difficile à lire parce que c'est pas, c'est des allers-retours entre les différentes pièces et puis le thème traité. Bon, évidemment, le médecin, malgré lui, est un chef-d'œuvre. Enfin, vous avez beaucoup ri, mais c'est vrai que quand on l'étudie quand on le regarde de près, quand on le lit de près, c'est extraordinaire. Enfin, la façon dont Molière a pu anticiper le fonctionnement humain et en dire quelque chose. Et puis, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Ah oui, il y avait aussi, concernant ce qu'on appelait le cycle médical de Molière, la question le savoir de Molière sur le transfert, et ce qu'il a pu dire, en particulier dans le malade imaginaire. Le malade imaginaire, c'est extraordinaire. Enfin, il y a toute une tirade. Enfin, c'est pratiquement basé sur les rapports médecin-patient. Et c'est vrai que la question du transfert, elle est amenée d'emblée là, et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez merveilleux. Ensuite, la question de la mort. Moi, j'ai pensé que c'était quand même quelque chose que Molière n'avait pas évité, même s'il n'en parlait pas de façon directe. La question de la mort, je dirais qu'il y a deux versants chez Molière dans ses pièces. Du côté du fantasme, c'est-à-dire du meurtre du père, choses comme ça, et puis aussi du côté du réel de la mort, de l'indicible. Et, enfin bon, j'ai pensé que c'était quelque chose qu'il fallait souligner. Et cet indicible-là, qui me semble tout à fait important dans les pièces de Molière, on le retrouve aussi concernant l'absence de la mère, cette mère qui n'est pas représentée dans les mots. Enfin, on n'en dit pas, on n'en dit rien, on n'en parle pas. Et par contre, elle est montrée, et c'est souvent ça au théâtre, elle est montrée, ce sont les servantes qui prennent cette place-là. Mais là aussi, j'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était du côté de l'indicible. Alors, il y a une seule mère qui est présente et dont on parle, mais c'est la mère d'Orgon, c'est Madame Pernelle, dans le Tartuffe. Et c'est pas rien que ce soit la propre mère du maître de maison, quoi. Sinon, il faut peut-être que je dise un mot. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, quand on travaille sur Molière, de rapprocher. Enfin, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de rapprochements qui ont été faits entre Freud et Shakespeare, hein, parce que et beaucoup de livres qui ont été écrits sur ce thème. Et c'est vrai que le rapprochement entre Freud et Molière, c'est quelque chose qui n'est pas très courant, enfin en tout cas à ma connaissance. Et si je l'ai tenté, c'est bon, d'une part par rapport à la question de la préscience et puis de savoir la façon dont il avait deviné, et d'autre part parce que ce qui m'est apparu, mais c'est seulement au fil du travail, hein, enfin, c'est apparu, c'est le rapprochement entre les deux du fait de l'esprit d'indépendance à la fois de Molière et de Freud, et la façon dont ils se sont battus tous les deux pour défendre leur point de vue, c'est-à-dire pour ne pas céder, pour aller jusqu'au bout de leurs désirs. J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de... Alors à la fois, Colette en a parlé, en ce qui concerne Freud et la question de la religion et puis du médical aussi, hein, et puis Molière, le médical avec la façon dont sans les attaquer directement, mais enfin c'est quand même très satirique, enfin son rapport au médecin, et puis aussi à la religion,
qui n'est pas attaqué directement, c'est-à-dire que Molière n'attaque pas Dieu, il n'attaque pas l'Église non plus, il s'en prend aux dévots, il s'en prend aux hommes, voilà, aux hommes d'Église qui sont pour lui des hypocrites. Hein. Ce qui est un petit peu différent de Freud, qui lui, mais bon, il y a aussi des textes, j'en cite plusieurs, où il parle de sa critique de la religion aussi, à la fois de la religion, puis des hommes d'église, et puis des hommes qui sont qui suivent les préceptes de l'église, et comme de l'armée. En parlant du théâtre du Vieux Colombier, on est allé voir la semaine dernière une pièce qui croisait Molière et Bulgakov. Ah oui, je voulais la voir. Tu l'as vue? Ouais. Ça vaut la peine. Ouais, moi j'ai trouvé intéressant. J'ai pas trop aimé ce qu'ils avaient fait de Molière. Hein, j'avoue que, mais bon, ouais. Mais bon, c'est personnel. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et justement, dans ce croisement entre deux hommes qui vivent à des siècles de distance et puis dans des pays différents, ils ont misé sur la question de l'esprit d'indépendance, la façon dont chacun a lutté pour son œuvre, que ce soit Molière ou que ce soit avec on voit les hommes du Saint-Sacrement, qui se sont opposés à lui et contre lesquels il a lutté. Et puis du côté de Bulgakov, il a le parti avec Staline, et on lui interdit ses pièces. Je ne savais pas qu'il faisait je connaissais bien sûr son livre sur Molière et d'autres choses, Marguerite et... Le diable et Marguerite. Non, c'est pas le diable. C'est le maître et Marguerite. C'est le diable, tu as raison. Oui, le maître et Marguerite, et puis la garde blanche. Mais je connaissais pas, je savais pas qu'il avait écrit en plus des pièces de théâtre. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, effectivement, de croiser deux personnages qui ont tous les deux lutté pour pouvoir mener leur désir jusqu'au bout. Et puis, apparemment, il en est devenu fou. Ça n'a pas été le cas de Molière. Parce que la comédie permet de dire beaucoup de choses à travers le rire. Oui. Non. Mais c'est vrai que quand on voit les mises en scène actuelles, moi je trouve qu'elles accentuent beaucoup le comique et que effectivement tout ce qui peut être non pas tragique mais un peu sérieux, et pas du tout énoncé. On pourrait dire que sous le comique, effectivement, il y a souvent du tragique. Sous le comique, il y a le tragique. Ouais. C'est vrai, quand on pense à Harpagon et à sa cassette, il y a un moment, c'est des scènes de dépersonnalisation, qui lui, lorsqu'on lui a volé sa cassette, il est dépersonnalisé, donc... C'est souvent des satires de mœurs aussi. Oui, aussi, bien sûr. Même dans le misanthrope. Ou les femmes savantes, oui. À ce moment-là, oui, mais pas au début, quand il était dans Paris, ça c'était... Il est pas pauvre, il est fils de tapissier. Oui, de toute façon, oui. Il vient quand même Mais le théâtre s'est en... endetté quand même. Le théâtre s'est endetté. Oui, Ça se libère. Mais il y a une rivalité entre Lully, parce qu'il travaillait beaucoup avec Lully. Oui, tout à fait. Et parce qu'à cette époque-là, il y avait des pièces de théâtre, et Lully présentait des scènes de danse, donc dans les coulisses, on s'habillait pour faire autre scène. Et donc il y avait une très belle coopération entre Lully et Molière. Et Lully pendant un certain temps. Molière, justement, pour de l'argent. Molière avait des entrées pour avoir une pension, et pour faire vivre son théâtre. Et Lully l'a court-circuité. Il est allé le voir avant. Mais ils se sont fâchés, oui. Oui, voilà, ça a marché pendant. Ça a marché pendant un certain temps, leur collaboration. Elle a marché un certain temps.
Et la Tartuffe n'a pas été appréciée par le roi parce que son ministre à l'époque avait un petit théâtre merveilleux et il donnait des pièces de Molière. Et Molière a donné son Tartuffe avant. Et le roi était invité, mais il a fait grise mine, il est parti sans applaudir, sans rien du tout. Donc ça a été un peu. Oui, il y a eu des représentations privées, en privé de Molière, avant effectivement que le roi donne son autorisation. Ouais. Et après, il s'est rattrapé, parce que après, le roi a applaudi le Tartuffe. Mais il a fallu qu'il le réécrive d'une autre façon. oui, il a écrit Il a trois réécrit, fois, oui, trois versions. Avec cette fin qui n'est pas très bonne, il faut bien le dire, où justement, il y a les exempts qui arrivent, enfin, non pas l'exempt, le représentant du roi, pour démasquer Tartuffe définitivement. C'était pas ça, le premier Tartuffe, c'était pas ça. Mais je sais pas qui l'a vu. Toi, tu l'as vu le premier. Mais alors, c'est pas ça la fin du Tartuffe que tu as vu. Écoute, Dans 3 actes. Dans les 3 actes, il n'y a pas la scène de la loi qui intervient. Non, il n'y a pas la loi, il n'y a pas les amoureux. Après, il a fait une pièce en 5 bah, il a supprimé, oui. C'est celle-là qu'on connaît. Il a supprimé la scène avec sa fille. C'est Forestier. À propos du maître, ça paraît effectivement être une piste assez importante qui est reliée au rire. C'est-à-dire qu'on inverse, c'est ça qui nous a, je crois, beaucoup fait rire, on l'a lu tout haut, tous les deux, le médecin l'avait lu, c'est que le stratagème qui est absolument incroyable, c'est que la femme qui s'est fait battre, elle imagine que pour soigner, alors elle dit à quelqu'un qui veut se faire soigner qu'il faut aller voir son mari, qui est un très grand médecin, mais qui n'acceptera d'agir en tant que médecin que si on le bat. Alors ça, je trouve si on le bat. Oui, on le bat, on lui donne des coups de béton, parce qu'elle en a reçu quelques-uns, elle s'est un peu rebellée, mais ça n'a pas marché, et elle a fabriqué ce truc qui est vraiment extraordinaire, parce que quand la personne vient le voir, elle dit mais pas du tout, j'ai jamais été médecin, et l'autre il dit excusez-moi, je vais être obligé d'en aller moi-même. Et finalement, il finit par dire qu'il est médecin. Donc je trouve que c'est extraordinaire, parce que le retournement du maître qui se fait battre, c'est assez extraordinaire. Et dans toutes ces pièces où il y a les femmes finalement qui reprennent le dessus, parce que par exemple dans Tartuffe, c'est la femme qui va démasquer Orgon, et lui c'est Tartuffe qui va démasquer Tartuffe. C'est la femme d'Orgon. C'est la femme d'Orgon qui va démasquer Tartuffe. Voilà, et finalement, c'est vrai que dans toutes ces pièces, il retrouve le pouvoir. Et le fait de faire rire permet effectivement de faire passer la pilule, alors que sinon ça ne passerait pas s'il dénonçait le pouvoir. C'est ça, ça m'étonne. C'est ce retournement. D'ailleurs, ça ne passe pas tant que c'est le fils. Tant que c'est le fils qui parle. Oui, et la femme, finalement, la femme d'Orgon, elle arrive à le faire démasquer à cause de sa scène de séduction. Donc on voit comment la séduction peut finalement être le moyen qui dit la vérité. C'est par la séduction qu'il va se démasquer. Ce qui est génial, c'est lorsque le père demande à Sganarelle, elle a fini, Lucinde, elle a fini par dire qu'elle ne voulait pas se marier avec Horace et qu'elle ne voulait pas épouser un vieux de l'âge de son père. Et elle a réussi à le dire avec l'aide un peu de Sganarelle, enfin qui l'a aidé en coulisses, on va dire ça comme ça. Et le père demande à Sganarelle
je ne veux pas entendre ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez à nouveau la rendre muette? Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais la réponse de Sganarelle, elle est trop Oui. drôle aussi. Elle- Je peux oui. pas la Mais je rendre peux vous muette, rendre mais je peux vous sourd, rendre voilà. sourd. C'est ça qui est vraiment génial. Ah ouais. Je trouve, enfin j'ai oublié d'en parler, mais je trouve que justement à propos de la façon dont il dénonce Molière, le patriarcat, et la façon dont dans ses pièces on voit ses pères abusifs, etc. Il y a un retournement effectivement dans presque toutes les pièces où ce père abusif devient après pitoyable, la victime, enfin. Et c'est vraiment la question de... Enfin, moi, je trouve que c'est la question freudienne, qu'est-ce qu'un père, enfin, qui est sous-jacente à ça. C'est-à-dire, non pas une réponse univoque, mais une possibilité de déplier la question et de faire en sorte que la question à la fois reste ouverte et non pas figée, et pas figée du tout. Voilà, je trouve ça intéressant. Effectivement, c'est toujours pareil. Tout à l'heure, un retournement. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler sur ce texte, sur ce livre, et à relire les textes de Molière. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont venues comme ça au fur et à mesure, au fil du temps. Merci de m'avoir invité. Oui. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense qu'il y en a encore un ou deux. Tu as utilement utilisé ton collier? Oui. Ça a été utile. Ouais. Et tu as fait contribuer monsieur? Comment? Tu as fait contribuer ton mari. Monsieur. Oui, je me demandais qui c'était. Daniel. Daniel, oui, qui a fait toute la mise en page, je tiens à le dire, qui a fait toute la mise en page du livre. Ce tableau qui vient pendant 2 ans. Et oui, c'était un gros travail aussi. Alors maintenant, vous allez pouvoir vous amuser. Vous avez bien travaillé. Maintenant, ça y est,